Bonjour à tous. Cette année, en fin janvier, deux événements se succéderont à quelques jours d'intervalle. Le premier cinématographique, le second religieux avec Toubi Shvat. David Moyal, le rabbin de la ville de Cannes, nous en parlera dans la seconde partie de l'émission. Mais tout d'abord, évoquons le cinéma. Cannes est la cité mythique, mondialement connue et reconnue du cinéma, avec son festival international du film, et j'ajouterai avec ses festivals du film, puisque tout au long de l'année, des associations, dont Cannes Cinéma, organisent et développent des événements avec des films arméniens, asiatiques, africains, québécois, etc., sans oublier Israël et sa production. Cette année encore, les rendez-vous avec le cinéma israélien, organisés par Brigitte Rosenberg et Lynn Toubiana, en collaboration avec Diasporama, revient pour la 6e année. Avec une sélection présente sur les écrans de l'Olympia et du Miramar du 21 au 25 janvier prochain. Pour nous parler du programme, des lieux de projection, des films, je reçois Brigitte Rosenberg, une des deux présidentes de l'association. Brigitte Rosenberg, bonjour. Bonjour Alexandre. Ce sont pas moins de 8 films, un court-métrage et une conférence que vous nous proposez cette année, entre dimanche soir et jeudi. Est-ce que vous avez un thème prédéfini pour cette sélection? Alors, il s'agit à la fois du festival de films israéliens, donc des films israéliens, et de films à thème juif. Je vous propose, pour illustrer vos propos, de voir la bande-annonce que vous avez réalisée. Un juif tunisien, il est tunisien de sa naissance jusqu'à sa mort. Bonjour. Ça va? Kelly, ça va la gamme? Ouais. הבוגרים שלי, ילדים של אף אחד. קצת חזק. אני הייתי הילדים האלה. מרגלי בשבילנו זה אמא ואבא. אבותינו חטאנו. אני לבד. השארתם אותי לבד. למה? 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 Brigitte Rosenberg, nous allons pouvoir visionner, on l'a vu, 8 films en 5 jours. Vous pouvez nous parler des projections, des dates et des lieux de diffusion? Alors, les projections commenceront le dimanche 21 janvier à 19h au cinéma Olympia avec un film du TGM au TGV. Il s'agit d'un film sur la communauté juive tunisienne et ce film sera précédé par un petit court-métrage de Lynn Toubiana, Chassilou, un petit court-métrage que Lynn a monté en Tunisie sur sa vie en Tunisie et surtout un hommage à sa maman. Voilà, donc ça c'est pour le premier jour à l'Olympia. Ça sera suivi par un petit cocktail tunisien et nous avons l'honneur de recevoir le réalisateur-producteur Gilles Semama et une actrice du film, Sonia Felous. Alors dans ce film, il y a de nombreux intervenants, dont Michel Boujna, qui malheureusement ne sera pas là cette année. Voilà, donc c'est un film sur la vie en Tunisie.
Les autres dates? Alors, les autres dates, ensuite, le lundi, nous aurons une conférence sur la peinture israélienne, ici, à l'ACI à Cannes, à 17h. Une conférence de Patrick Delouvain. Donc, on vous appelle à venir nombreux à cette conférence. Tous les ans, Patrick Delouvain nous fait une petite conférence sur l'art en Israël. Et ce sera suivi par un petit verre de l'amitié. Et ensuite, à 19h, un film, alors, un des premiers films que nous faisons en collaboration avec le FSJU, avec Diasporama. Donc un film à 19h au cinéma Olympia, Paris Boutique. Alors tous les films que nous projetons au cinéma Olympia, donc du dimanche au mercredi soir, du 21 au 24, vous pouvez dès à présent prendre vos places en ligne sur la billetterie du cinéma ou sur place au cinéma Olympia. Les séances, le tarif des séances, c'est 8,50 € pour un film et souvent un petit cocktail après. Et chaque film aura une animation avec un cinéphile israélien, Uri Weber, qui vient spécialement pour notre festival. Donc ensuite, on fera un petit débat qui traitera des thèmes qui seront abordés dans les films. Donc ça, c'est pour le lundi. Donc Paris Boutique, c'est un film qui a obtenu de nombreux Ophir. Les Ophir, c'est l'équivalent des Oscars en France. Donc des Ophir, l'Ophir de la meilleure actrice, l'Ophir du meilleur acteur, du meilleur film en Israël. Et c'est un film en avant-première que nous allons projeter. Donc nous n'avons que des films très récents. Voilà. Le mardi, nous avons 2 films au cinéma Olympia aussi. Un à 17h30 sur l'humour juif. Alors, c'est un film passionnant qui parle de l'humour juif et entre autres, la femme rabbin Delphine Norwiller fait vraiment une analyse assez profonde sur l'humour juif et toutes les conséquences que ça a dans la société, dans les différentes ramifications. Voilà. Et le soir, nous avons un film, L'amour entre 4 murs, El Amor en Sulugar. C'est un film qui est très très beau, un film un peu musical. Ça se passe dans le ghetto de Varsovie et c'est toute l'histoire d'une troupe de musiciens dans le ghetto. Vraiment un très très beau film, toujours avec Diasporama, donc le fonds social qui fait partie de nos sponsors. Voilà. Nous passons maintenant au mercredi, toujours au cinéma Olympia. Le matin à 11h, un film de Dan Volman. Alors, les années précédentes, nous avons reçu Dan Volman. Cette année, vu les événements en Israël, et je rappelle que nous dédions notre festival tout particulièrement aux otages. Donc, nous allons rappeler à chaque séance qu'il y a des otages en Israël, qu'on voudrait bien qu'ils rentrent maintenant, comme l'annonce l'affiche. Donc, il y aura un film de Dan Volman, et ce film a été tourné à partir du dernier livre d'Amos Oz, Judas. Donc, c'est un très très beau film, une histoire d'amitié entre un étudiant et un vieil homme, un film très poétique et vraiment c'est le dernier film de Dan Volman qui vient de sortir en Israël. L'après-midi à 19h, ce sera mercredi, donc c'est le jour de Tou Bishvat. Donc là nous avons fait un partenariat avec le KKL et comme c'est Tou Bishvat, la fête des fruits, nous allons passer un petit film sur le KKL, un petit court-métrage très rapide. Nous allons faire une petite distribution symbolique de fruits et expliquer aux personnes qui viendront en quoi consiste la fête de Tou Bishvat. Et ensuite aura lieu la projection du film de Yona Rosenkir, une journée à Eilat, le voyage à Eilat, voilà. Donc on a eu aussi les années précédentes l'occasion de recevoir Yona Rosenkir qui ne pourra pas être là. Donc chaque film, lorsque le réalisateur n'est pas présent, nous avons une petite vidéo des réalisateurs qui présentent un petit peu le film en question. Voilà. Et nous terminons. Donc tout ça, c'était avec Diasporama et avec le KKL. Et le dernier soir, nous faisons un partenariat avec Cannes Cinéma. C'est-à-dire que notre festival ne concerne pas que la communauté juive. Nous sommes ouverts. C'est pour ça que ça se passe à l'Olympia. Nous sommes ouverts à faire connaître le cinéma juif et le cinéma israélien à une grande, à la plus grande partie des personnes. Et donc Cannes Cinéma organise régulièrement festival du film arménien, comme vous avez dit, du festival vietnamien, etc. Et donc là, ce jeudi, c'est le cinéma israélien. Donc nous allons projeter 2 films d'affilée. Le premier à 18h. Alors, un film en avant-première d'Eretz Stadmor. Eretz Stadmor, c'est le producteur de Lioraz de Foda. Voilà. Et donc, justement, bientôt, il va y avoir un film, il va sortir un nouveau film avec Lioraz. Donc, on aura sûrement l'occasion d'avoir à la fois Eretz Stadmor et Lioraz. Donc, ce film s'appelle
s'appelle Les enfants de personne. Et c'est un film donc qui sort juste cette semaine en Israël. Donc c'est aussi un film récent. Donc tous nos films, bien entendu, israéliens sont sous-titrés français. Et c'est un très très beau film sur des jeunes en Israël, sur une maison de jeunes. Enfin, je ne vais pas tout dévoiler, donc je vous laisse, voilà. Une maison de jeunes qui voudrait être rachetée par un promoteur un petit peu véreux, etc. Voilà. Et ils arrivent à la sauver. Voilà. Donc au Miramar, nous avons 2 films ce soir-là. Donc un à 18h, donc Les enfants de personnes, suivi d'un cocktail. Alors un petit cocktail. Donc pour les personnes qui mangent cachère, je vous dis qu'il y a une partie où il y a juste du sucré cachère et l'autre partie c'est le Cannes Cinéma qui l'offre. Donc il n'y a pas bien entendu ça va être uniquement végétal, mais ça sera pas cachère, mais on le précisera aux personnes. Donc il y aura un petit cocktail et suivi par un deuxième film, Baren. Alors un film très très beau sur une famille orthodoxe, une femme juive orthodoxe qui ne peut pas avoir d'enfant et qui finalement, bon, il y arrive une aventure et finalement elle va tomber enceinte, donc je ne dévoile pas non plus tout le film et c'est un très très beau film. Et le problème qu'il y aura dans le couple à ce moment-là. Donc ça c'est en partenariat avec Cannes Cinéma. Alors je tiens à remercier tout particulièrement tous nos sponsors, en particulier l'ACI, la communauté juive de Cannes, qui nous sponsorise et qui nous soutient dans tous nos événements depuis de nombreuses années, donc le KKL, le FSJU et Cannes Cinéma. Merci à tous. Je vous rappelle que Lynn Toubiana et Brigitte Rosenberg vous donnent rendez-vous avec le cinéma israélien dès dimanche au cinéma Olympia à Cannes et chaque jour jusqu'à jeudi. Merci Brigitte, merci d'être passée par les studios de Judaï-Cannes pour nous parler de cinéma. J'ai oublié de vous dire quelque chose. Pour le Miramar, pour les 2 films, le tarif sera de 10 €, les 2 films et le cocktail. Et là, on ne peut pas réserver à l'avance. Donc, il faut venir un peu avant 18h, bien entendu, prendre vos places et vous pouvez assister donc aux 2 films. Merci Alexandre et à bientôt. À bientôt. Seconde partie de l'émission à présent. Dans le cadre du calendrier hébraïque, bon nombre de fêtes, même s'ils ont été décrétés d'institutions rabbiniques, sont d'origine agricole. Tou Bishvat, le nouvel an des arbres, qui débutera mercredi 24 janvier au soir pour se prolonger toute la journée du jeudi 25, est aussi une des 4 fêtes de début d'année de ce même calendrier avec le 1er Tishri, le 1er Nissan et le 1er Elul. À l'origine du temps du temple, Tou Bishvat a été instauré pour calculer une sorte d'impôt sur les récoltes que l'on devait allouer aux Kohen et aux Lévites, et aussi sous forme de dons aux pauvres afin d'assurer leur subsistance. Comme on le voit, la pratique de la fête n'a pas disparu avec la destruction du temple en 70 de notre ère. Elle fut vraisemblablement redirigée ensuite vers les rabbins. Ces rabbins du Moyen-Âge qui ont conféré à Tou Bishvat le statut de jour de réjouissance aux communautés ashkénazes ou séfarades à travers le symbole de la comparaison inversée entre un homme et un arbre. Pour nous parler des coutumes et du rituel qui entoure cette fête, nul n'est mieux placé que David Moyal, le rabbin de la ville de Cannes. David, bonjour. Bonjour Alexandre. David, j'ai parlé tout au début de mon prologue de 4 débuts d'année. Alors, pourquoi 4 ? Pourquoi ces 4 débuts d'année? On n'en connaît dans le calendrier civil que 1. Et à quoi chacun correspond? D'ailleurs, ce que vous dites là, les 4 débuts d'année, c'est le début d'une Mishnah qui s'appelle le traité de Rosh Hashanah, où on parle des 4 débuts d'année parce que la Torah ne veut pas uniquement se focaliser que sur l'humain. Rappelez-vous la création. Il y a eu les 6 jours. L'homme a été créé en dernier. Tout cela pour nous rappeler un petit peu, pour relativiser, déjà dans un premier temps, pour dire aussi à l'homme ne pas se sentir supérieur à la création. L'homme a été créé en dernier. Donc, le calendrier tel qu'il est fait aujourd'hui, avec les 4 nouvelles années bien rapportées là-bas dans ce traité de Rosh Hashanah, où on parle du premier Nissan, qui est le premier nouvel an, qui va bien sûr marquer les fêtes, qui était à l'époque aussi le symbole de l'unité, parce que la royauté, rappelez-vous au passage, c'est ce qui a permis au peuple, après la période des juges, et pardon de faire un peu d'histoire, d'unir le peuple. Ensuite, il y a ce dont vous avez parlé tout à l'heure, les prélèvements liés au bétail,
lié à la terre, et enfin Tu Bishvat. Tout cela, en 2 mots, la Torah veut donner à chaque espèce de création sa place et son moment, je dirais, pas uniquement de réjouissance, bien sûr, parce qu'il y a une réjouissance dans ces jours-là, mais il y a un moment où on rappelle finalement que chaque espèce, lorsqu'elle a été créée, combien même tout cela a été fait pour l'homme, parce que l'homme est au-dessus de tout ce monde-là, mais qu'il faille aussi rappeler que cette création, elle a été antérieure à l'homme et qu'elle est importante, et que chaque fois que l'homme va être dans la réaction, eh bien, il réfléchira à cela. Et c'est pour ça que ces 4 nouvel an symbolisent ensemble chaque période et chaque espèce, je dirais, marquée par la création. Alors juste un petit rappel, le premier Tishri, c'est le premier mois hébraïque, de l'année hébraïque, le 1er ou le 15, le début du renouveau de la nature, le 1er Nissan à partir duquel on compte donc les fêtes, et le 1er Elul, c'était le 1er du mois fiscal. Alors, j'ai dit le 1er ou le 15 pour Tu Bishvat. Alors justement, ça a été la grande chamaillerie, si je peux dire, entre 2 grands rabbins, Shammai et Hillel, qui formaient le couple de sages le plus célèbre de l'histoire talmudique. Shammai était peut-être un petit peu raide, Hillel était peut-être un petit peu plus souple, ils étaient constamment en désaccord, et en désaccord sur tout, et surtout sur la halacha. Alors, ils ont épilogué pendant un certain temps pour se placer Tu Bishvat sur le calendrier, et l'un disait, Shammai, il faut que ça soit le 1er, et Hillel disait que c'était le 15. Et finalement, on sait que c'est devenu le 15. Mais quels étaient les arguments avancés par Shammai et quels étaient les arguments avancés pour Hillel? Dites-vous d'abord ce que nous rappellent dans les maximes des pères. Les Pirkei Avot. Pirkei Avot. On parle de Mahloket. Mahloket, c'est lorsqu'il y a pardon, j'oublie le terme, mais Mahloket, lorsqu'il y a une forme de discussion, on n'est pas d'accord. Un pile-poule. Non, Mahloket, lorsque quelqu'un dit quelque chose et l'autre, voilà, j'ai le mot qui m'échappe. Mais la Mahloket qui est dans un but désintéressé, c'est celle de Beth Shammai et de Beth Hillel. Pourquoi? Parce qu'elle est constructive. Ces discussions où on n'est pas d'accord, Beth Shammai va dire quelque chose, Beth Hillel va dire autre chose. Il faut savoir que les textes nous disent, il y a d'ailleurs ce qu'on appelle cette voix céleste qui a dit la marche à suivre est comme Beth Hillel. Comme vous l'avez si bien dit, parce que Beth Shammai, d'ailleurs le verbe chamailler vient un petit peu quelque part de là. Sûrement. Beth Shammai ont été un petit peu durs peut-être dans leur conception au niveau de la halakha. Beth Hillel est à la portée de tous, parce que quand on décide une halakha, il faut qu'elle soit aussi non seulement acceptée, mais qu'elle soit réalisable. Ça, c'est un. En ce qui concerne toutes les discussions qu'il y a eu entre Beth Shammai et Beth Hillel, ça s'est toujours passé dans un état d'esprit exceptionnel, à tel point que le Maxime des Pères dit, c'est cela, la vraie discussion qu'il peut y avoir, la vraie discussion entre deux grandes de cette génération qui sont Beth Shammai et Beth Hillel. C'est la vraie, les Shem Shamaïm, dans un but complètement désintéressé. À l'instar de cela, quand on parle de Korach qui est le cousin de Moshe et son assemblée, on dit que cette machloket, cette dissension-là, cette séparation-là, elle était dans un but destructif. Et donc, on met en rapport ces deux choses-là. Pour revenir, pourquoi Beth Shammai considère le premier? Bien sûr qu'il y a plusieurs raisons, parce que le premier, c'est aussi le nouveau. Mais Beth Hillel considère que de la même manière que depuis le 15 Shevat jusqu'au 1er Nissan, il y a exactement 45 jours. Ce sont les mêmes jours que le Talmud dit, ce sont ces jours-là que l'arbre doit être mis en terre pour pouvoir comptabiliser une année. Alors on n'a pas peut-être le temps de le dire, mais
il faut savoir que le Rosh Hashanah, le premier Tishri, n'est pas uniquement le nouvel an du compteur des années, mais il est aussi le nouvel an des jachères, du jubilé. À partir de quand un arbre, à partir de quelle année, vous savez, pardon, il y a ce qu'on appelle les règles de la Orla, c'est-à-dire les 3 premières années, on ne peut pas cueillir les fruits. Mais pour comptabiliser une année d'un arbre dans la terre, il suffirait tout simplement qu'il soit planté 45 jours avant Rosh Hashanah. Donc ce terme de 45... Donc ça arrive à 15. Quoi. C'est ça, le 15, ce terme de 45 qui est en référence avec la valeur numérique de Adam. Adam, c'est l'humain qui provient de la terre, de Adama. Et quand on prend sa valeur numérique, c'est 45. Aleph c'est 1, Dalet c'est 4, ça fait donc 5. Et le même 40, ça fait 45. Donc c'est pour ça... C'est Hillel qui avait raison. Hillel a raison. Et puis... Le 15 Shvat, on est encore plus proche de la réalité que le premier Shvat. Tout au début, finalement, Tou B'Shvat, c'était pas réellement une fête. Hein. C'était quelque chose qui marquait un petit peu les esprits, mais c'était plus une coutume, comme ça. Et c'est devenu, au fil du temps, et surtout à partir du Moyen-Âge, c'est devenu une fête. Il n'y a pas réellement un rite, un rituel, il n'y a pas des obligations halakhiques autour de cette fête. Alors, si cette fête a un statut qu'on dit entre guillemets mineur, alors est-ce que c'est une fête à part entière? Est-ce que c'est une demi-fête? Est-ce que c'est simplement une tradition? Qu'est-ce que c'est que Tou B'Shvat alors? Alors d'abord, il faut rappeler à nos amis auditrices et auditeurs de la radio, il y a ce qu'on appelle Yom Tov. Yom Tov, c'est une journée chômée, qui est presque égal à un Shabbat, à la seule différence entre Yom Tov et Shabbat, ce que nous savons cuisiner, bien sûr, à partir d'une flamme allumée. Hanouka comme Purim, comme Tou B'Shvat, ne sont pas des Yamim Tovim, ne sont pas des journées chômées. S'agissant maintenant de Tou B'Shvat, il faut rappeler que... Est-ce que c'est une journée chômée? Non, c'est pas une journée chômée. Donc c'est une non, même pas. Même pas, parce que c'est une journée que l'on va marquer... De réjouissance. Pourquoi? Parce que, si vous voulez, comme nous l'avons dit tout à l'heure, il y a eu égard à la nature, on doit avoir une forme de reconnaissance. Et puis, si vous voulez, dans le temps, il y a des mitzvot qui étaient liés à la terre d'Israël. Malheureusement, après l'exil, après la destruction, il ne fallait pas les oublier. Il n'y a plus de terre. Donc les sages ont mis en avant certaines mitzvot pour qu'on ne puisse pas les oublier. Je vais juste rappeler au passage, par exemple, il y a des prélèvements qui sont liés uniquement à la terre d'Israël. Quand on est en dehors d'Israël, on n'a pas ces règles-là. Mais les sages nous les ont imposées parce que on a cette peur de les oublier. La peur d'oublier une halakha est quelque chose de difficile dans la conception des sages. L'oubli est terrible, et pour qu'il n'y ait pas d'oubli. Alors il y a un seder qui a été fait, bien sûr, par-ci, par-là, surtout dans la partie mystique, parce qu'on sait que chaque fruit, à travers chaque bénédiction que l'on pourrait faire, c'est aussi, alors c'est de la mystique juive, il y a ce qu'on appelle le Gilgul, c'est-à-dire la réincarnation de certaines neshamot, parfois par le tikkun, la réparation que l'on pourrait faire, c'est de libérer ces neshamot qui sont parfois dans la partie alimentaire, si j'ose dire. Donc, oui, les sages de cette époque-là ont institué, si vous voulez, ont institué un seder, mais au demeurant, ce seder-là, il répond à une forme je dirais, de tracé de la Torah, parce que nous avons un seder. Le seder veut dire tout simplement un ordre. Et d'ailleurs, quand on le fera le mercredi soir, vous verrez qu'il y a un ordre dans les fruits par lesquels la terre d'Israël a été louée, et ainsi de suite. Tout cela pour ne pas oublier toutes les règles liées à la sainteté et les mitzvot liées à la terre d'Israël. Alors justement, puisque vous parlez de toutes les espèces de fruits qu'on va pouvoir manger, donc ce seder, il va rappeler donc
les 7 espèces énumérées par Moïse, c'est-à-dire une terre de froment, d'orge, de raisin, de figue, de grenade, une terre d'huile, une terre d'olive, d'huile et de miel. Le miel étant bien sûr les dattes. En plus des 7 espèces là, que je viens de citer, qu'est-ce qu'il y aura d'autre encore de présent sur la table ? Alors nous avons bien sûr, nous faisons les 7 espèces, bien sûr, nous faisons de cette journée presque, je dirais, pas l'identique, mais un petit peu comme ce qui se fait à Pessah, parce qu'il y a les 4 vers. Alors c'est certes avec des mélanges, et puis il y a des fruits. Alors justement, attendez, justement, il va y avoir 4 verres de vin. Un verre de vin blanc, un verre de vin blanc dans lequel on a mis du rouge, un verre de vin rouge dans lequel on a mis du blanc, et un verre de vin rouge à la fin. Pourquoi ces mélanges ? Alors, c'est pour nous saouler ? Non, pas du tout. Parce que le vin représente une forme de rigueur. Il y a à l'époque ce qu'on appelait la mésiga. Mésiga, c'était de mettre de l'eau dans son vin, d'ailleurs, d'où l'expression. Normalement, on le fait même à Shabbat. Oui, on le fait à Shabbat, sauf que peut-être de nos jours, dans les vins que nous avons, parce que les vins sont plus légers déjà. Sont beaucoup plus légers. Donc, c'est-à-dire que, quelque part, le fait de mélanger, de casser cette rigueur, la rigueur du vin, la rigueur du din, c'est-à-dire du jugement, quelque part. C'est pour adoucir le jugement ? Complètement. C'est pour ça que dans certaines communautés, le soir, par exemple, de Rosh Hashanah, le vrai Rosh Hashanah que nous célébrons, enfin le premier Tishri, et ceux qui font le kiddush sur du vin blanc, parce qu'il est moins strict, pas d'apparence, oui, il est moins rouge, il y a moins de rigueur dans le côté blanc. Blanc, c'est la blancheur, c'est nous demandons à Dieu que nos fautes soient aussi blancs que la neige, par exemple. Et donc c'est vrai que tout ce seder est peut-être un petit peu calqué sur pas totalement, mais par exemple sur les 4 vers. Ça rappelle aussi, comme le Rambam le dit, les 4 formes de Géoula, de délivrance, que nous lisons d'ailleurs dans la paracha. Veotseti, je vous sortirai, je vous délivrerai, etc. Donc cela aussi, en référence à la paracha de la semaine, en référence aussi à une forme de délivrance, rappelez-vous, le seder de Tou Bishvat est quelque part un petit appel à la terre d'Israël et aux règles liées à la terre d'Israël. Donc nous demandons à Dieu, combien même nous organisons tout cela, mais tant que le temple n'est pas construit et tant que les années ne sont pas comptabilisées par un vrai bédine, donc il n'y a pas de jachère, il n'y a pas véritablement, même si c'est discuté, mais la jachère telle qu'elle est décrite ou le jubilé tel qu'il est décrit dans la Torah ne sont pas mis comment dirais-je, en place aujourd'hui, même si dans certaines régions on met en place ces règles-là, parce que ça, selon certains, ça reste encore d'autorité de la Torah. Mais ceci dit, il y a toujours aussi de l'espoir à travers ce seder pour dire qu'il y aura une délivrance et que nous aspirons à cette délivrance pour accomplir le seder de Tou Bishvat pour demander à Dieu de reconstruire le temple et de repratiquer ces mitzvot telles qu'elles étaient faites à l'époque du temple. David, juste pour terminer, il y a 2 prières pour Tou Bishvat. Vous pouvez nous les réciter. Il y a plusieurs prières à Tou Bishvat. Il y a d'abord, et c'est pour ça que je dis souvent à nos amis, il n'y a pas qu'à Tou Bishvat. À travers tous les kiddushim que l'on fait, il est important que chacune et chacun d'entre nous comprenne que à chaque aliment que l'on doit manger, il y a une bénédiction spécifique. Ce qui provient de la terre, de l'arbre, des mésonotes, le vin, Sheakol, etc. Il faut que chacun se dise que d'abord il y a une reconnaissance vis-à-vis de notre Créateur, de nous avoir permis cette abondance. Et puis, comme je l'ai dit tout à l'heure, à chaque fois que quelqu'un associe la spiritualité, c'est-à-dire le nom de Dieu, sur la matérialité qui est finalement, qui sont ces aliments-là,
non seulement sur un plan mystique, nous libérons beaucoup de Neshamot, nous leur permettons de revenir vers le trône céleste, et juste au passage, ce qui permettra à Be'ezrat Hashem la reconstruction du temple, c'est que toutes ces Neshamot qui ont été créées depuis que le monde est monde, il faudrait qu'ils reviennent vers le faisceau éternel, et c'est ce qui permettra et qui activera la reconstruction du temple. Alors, si j'ai quelque chose à dire, c'est de s'habituer à faire des bénédictions. Parce que, quelque part, quand on ne fait pas de bénédictions quand on mange, c'est comme si on n'a pas demandé de permission. C'est comme si on a pris quelque chose sans permission. Est-ce qu'il est concevable de prendre quelque chose sans avoir l'autorisation? Je ne crois pas. Et je pense que s'habituer à réciter des bénédictions, d'autant que ces bénédictions peuvent se faire même dans toutes les langues. Et puis, nous avons aujourd'hui des carnets où il y a toutes les sortes de bénédictions. Voilà réellement ce que je demande aux gens d'accomplir, de montrer que ces bénédictions sont importantes, non seulement pour nous, mais pour les âmes qu'on va délivrer. Et puis, juste en terminant, mon cher Alexandre, il faut savoir que bon nombre de nos frères ashkénazes à l'époque, quand ils devaient donner leur fille à un khatan qui venait, un jeune marié, j'ai vu dans des écrits que les parents lui présentaient un plateau de fruits. Et en fonction de l'ordre qu'ils choisissaient, en fonction des mitzvot, des brachot qu'ils faisaient, on savait si c'était quelqu'un qui avait de la connaissance ou pas, ou qui avait une pratique, et qui avait une forme de crainte du ciel. Alors, voilà, si j'ai vraiment quelque chose à demander, c'est de continuer à faire les brachot. Il y a deux choses. Le Talmud, le premier tome du Talmud s'appelle brachot. Le deuxième, c'est Shabbat. Pour pouvoir accéder au Shabbat, il faut commencer par les bénédictions. Le Shabbat n'est pas très loin. Donc, j'invite tout le monde à s'habituer, à habituer son langage à chaque fois que l'on doit consommer un aliment, c'est de faire des brachot. Et vous verrez que la bénédiction, elle se propagera, Be'ezrat Hashem, sur l'ensemble de vos amis, familles, et que Be'ezrat Hashem, c'est ce qui nous ramènera, c'est ce qui activera certainement la fin de toutes ces mauvaises périodes que nous traversons. Bien sûr, une pensée pour nos otages, une pensée pour la terre d'Israël, parce que Touishvat, c'est aussi la terre d'Israël, et pour qu'il y ait la paix, parce qu'on a besoin de cette paix-là, Be'ezrat Hashem. Merci David. Merci Alexandre. Et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.